tout le monde. Guillaume Beaulieu, conteur d'Abitibi-Témiscamingue. Il me fait plaisir d'être ici aujourd'hui et je suis en présence de Jeannette Caron. Bonjour. Bonjour. Alors, on est à Amos. Pour vous expliquer rapidement, en fait, je travaille sur un projet avec la table régionale de concertation des personnes aînées de l'Abitibi-Témiscamingue. En fait, ça fait 1 an que je fais des rencontres avec j'ai rencontré près de 160 aînés. Donc, des gens qui ont tout un vécu en arrière d'eux pour les faire parler de quelque chose qui, dans leur parcours de vie, leur a apporté une leçon de vie ou un élément intéressant à faire connaître à des générations plus jeunes. Ensuite, bien, comme je suis un conteur et je suis un auteur, je reprends à ma manière, en fait, une certaine écriture de quelque chose de singulier que chaque personne m'a raconté. Aujourd'hui, en fait, je suis bien content de revenir voir Mme Caron ici parce que on a jasé de son histoire de vie qui me semble particulièrement intéressante à faire connaître sur un message aussi à transmettre dans tout ça. Jamais dire non. Mon père, il disait toujours ça. Puis dans le temps, dans les façons d'avant, pour une femme, c'était normal. J'étais l'aîné d'une famille de 8. J'ai pas joué beaucoup, je devais faire manger les plus jeunes puis les bercer pour aider ma mère. Jamais dire non. À 16 ans, ma mère m'a demandé de faire de la relevaille pour les femmes des environs qui venaient d'accoucher. Aider aux tâches de la maison, puis faire manger, même si je ne savais pas trop comment faire à manger, mais jamais dire non. En marchant, un bon soir, une fille que je connaissais me dit d'aller donner mon nom pour nettoyer les vitres du nouvel hôpital d'Amos qui venait tout juste d'être construit. On était en 1947. Pas longtemps après, un patron me dit que ma place n'est pas là, ça serait bien mieux à soigner les malades. Ben, jamais dire non. Ensuite, pour continuer, il fallait avoir un diplôme. J'ai été de la première cohorte formée d'infirmières auxiliaires. J'étais au service des malades et je me souviens encore de presque chaque soin que j'ai donné à chaque patient. C'était mes meilleures années. Mais dans la vingtaine, une femme qui rencontre un homme, ça arrête de travailler. Alors, jamais dire non. Il s'est endormi sur mon épaule. C'était un camionneur, comme son père, qui buvait en plus d'être camionneur. Jamais dire non. Une femme doit suivre son mari. On est allé habiter une maison à Desbouts, bien loin, à côté du moulin à scie, plus loin que Berry. J'ai été la repriseuse de linge de la place et celle qui faisait le lavage pour la fin de semaine, pour les fins de semaine pour les gars. Ben, il ne demandait pas aux autres femmes parce que moi, ben, je disais jamais non. On a commencé rapidement à avoir des enfants. Jamais dire non. Mon mari a développé le même penchant que son père pour la boisson. En plus, il partait avant que les enfants se lèvent, puis il revenait toujours après qu'il était couché. Jamais dire non. Mon mari s'est mis à changer de job tellement souvent entre l'Abitibi puis les régions de par en bas qu'une bonne fois, j'étais étourdi. On avait déménagé 4 fois en 18 mois. Les enfants n'osaient plus se faire des amis sérieusement. Ils savaient qu'ils allaient déménager. J'aidais tellement de monde un peu partout en ayant eu à apprendre par moi-même que j'ai jamais eu seulement que ma maison à m'occuper. Il y avait toujours quelque chose de plus. Jamais dire non. En 1966, avec 6 enfants sur les bras qui vont dans 6 écoles différentes à Amos, mon mari voulait qu'on en fasse d'autres puis qu'on déménage encore. Ben, j'ai enfin dit non. Là, ça fera. Ici, là, on est bien dans cette maison-ci à Amos. Là, si tu veux déménager, ben, ça va être sans moi. Alors, oui, j'ai dit non. Je l'ai fait. Pour les enfants de plus qui voulaient avoir, bien, sans lui dire, je me suis fait prescrire la pilule. Ça venait d'être inventé cette année-là. Bien, j'ai encore dit non, donc. 2 ans, depuis 2 ans, les femmes étaient maintenant considérées comme des personnes à part entière au sens de la loi. Il n'y a pas redéménagé. On est resté, on s'est arrêté là à 6 beaux enfants. Puis la maison de 1966, bien, c'est celle-ci, je suis encore dedans. Et on a été plus heureux ensuite. Moi, même si j'ai toujours continué à donner un coup de main important à ma vieille voisine d'à côté, à recevoir les petits-enfants à dîner durant la semaine en leur faisant du pudding chômeur autant qu'ils en voulaient, à m'impliquer dans les filles d'Isabelle, je le faisais en sachant que c'est à moi, en tant que personne, que je ne dois jamais dire non. Voilà. Alors, c'était l'histoire Ouais. que j'ai composée. J'ai jamais pensé ça durant ma vie, que ben non, oui. Ça se faisait un peu par la suite des choses. Ben oui.
Les 6 enfants, ils ont été à l'école dans 6 écoles différentes parce que c'était donné comme ça. On a toujours été proches à 2 rues de l'école. Puis là, 4 déménagements en 18 mois, c'est étourdissant, ça, là. Ben oui, ben c'est ça. Là, on a déménagé à Amos au mois d'octobre, à la fin de septembre. Là. Au mois de mars, on a déménagé en Ontario parce que le moulin avait fermé. Là-bas, monsieur, le propriétaire, sa femme tombait malade. Puis, bon, au printemps, il a rouvert. Fait que là, il voulait le revoir parce que lui, il était à Mildred au moulin. OK. Puis, entre ça, il y avait le camion qui charroyait du bois. Lui, il était jamais là. Le matin, le soir, quand tous les moulins fermaient, c'était à lui qui était mis le raid. Il fallait qu'il fasse le tour pour s'il y avait du huilage à faire ou des briser à des places, des réparer, tout l'entretien. L'entretien, c'est lui qui faisait ça. Puis le matin, ben, il était là pour voir s'il y en a qui manquait. C'était à lui qu'il fallait qu'il s'occupe de remplacer. Fait qu'à 6 heures du matin, il était à la job. Je n'ai jamais réveillé, il se réveillait tout seul. Oui. Puis il arrivait le soir, ben, les enfants, ça se couchait de bonne heure. Puis dites-moi, à partir de 66, quand les choses ont changé, puis que là, vous avez pris sur vous là, de dire, ben écoutez, là, on s'installe, puis là, moi, je n'ai assez, là, dans tout ça, votre vie d'après, ça a changé quand même pas mal. Vous êtes heureuse de ça? Ah oui, ben oui, parce que je voyais tout le monde, ben oui, moi, j'étais là, je trouvais que ça arrivait 2-3 fois de déménager 2-3 fois dans 6 mois, là, avec les enfants, pacter toutes. Et la dernière fois, avant qu'on parte de Paris, là, on partit d'Amos, puis déménager au sud de Montmagny, aux lignes américaines. Tu peux pas ça. Tu pètes pas ça dans une boîte de carton, là. Non, c'est hein? sûr. Puis quand vous vous êtes installé ici, puis que là, vous vous êtes affermé en disant, écoutez, moi, là, moi, je reste ici. J'ai dit, là, tu viens qu'à vendre la maison, tu vas me vendre moins dedans, parce que moi, j'en rapporte pas d'ici. Une farce, là. Ah oui. Puis lui, il a compris ça, il a été d'accord avec vous. C'est ça, mais il n'y a pas... non, c'était pas un astineux, par exemple. Mais il n'y a pas... Ça fait que ça valait la peine de dire ça. que là, c'était assez. Hey, dites-moi, la maison ici, là, parce que vous m'avez parlé que la maison ici, en 66, là, c'était celle-ci, puis là, finalement, vous êtes resté et vous êtes encore dans la maison ici. Qu'est-ce qu'elle représente, cette maison-ci, pour vous? Moi, c'est mon chez-moi. C'est votre chez-moi, c'est votre port d'attache? Oui, c'est ça. Puis vous êtes toujours bien ici? Oui. Moi, Puis même, je suis toute seule, puis je me vois pas partir d'ici. Ouais. J'y pense souvent, là, parce que je suis toute seule, puis ma santé diminue. Tu sais, mais j'aurais de la misère à partir. Oui. Fait que vous êtes vraiment là, enraciné dans cette maison-ci. Oui. OK. Mais c'est des affaires que je vois que j'aimerais faire, tout ça, mais je suis pas capable. Oui. C'est ça. Des fois, en avançant en âge, il arrive des choses comme ça. Ouais. C'est ça, parce que je faisais à peu près tout. Ah, puis vous étiez habitué à vous débrouiller dans bien des situations dans votre vie. Bien, c'est qu'on était jeunes. Quand on était l'éducation, on était jeunes, j'allais à l'école. On arrivait de l'école, bien moi, j'étais plus vieille, puis mon frère, bien on était à 3. Puis j'avais 26 mois quand le troisième est né. Moi, je suis du 1er juillet. Mon frère, il est du 22 septembre. J'avais 14 mois. Puis l'autre, elle est du 5 septembre, mais il n'y avait pas un an entre les deux autres. Ouais. Mais quand elle est à l'école, j'avais mon frère. On a commencé à l'école tous les deux ensemble. Ouais, vous aviez on avait un an de différence, mais c'est l'année après qu'on était en Abitibi. On est arrivé au mois de décembre en Abitibi. Ouais. Ça fait qu'à l'été, j'ai eu 6 ans, puis lui, il a eu 5 ans. Fait qu'on a commencé à l'école tous les deux ensemble. Oui. Fait qu'on a tout le temps fait tout ensemble. On arrivait de l'école un petit peu plus vieux, bien, on rentrait à le bois de poêle pour le poêle, le bois de fournaise. Papa, il travaillait dans le bois, sur le même lot, mais dans le bois. Quand il faisait clair, il était dans le bois. Ça venait. Fait que nous autres, c'est des choses qu'on pouvait faire. Mais l'autre, ma soeur, elle restait avec maman. Oui. Fait que moi, j'ai travaillé plus dehors que travaillé dans la maison. Oui. Donc, ben voilà. Pour cette portion-là, merci beaucoup. Ça m'a fait un grand plaisir.
Alors, maintenant, je suis avec Martine Godard. Et là, pour le contexte, dans le fond, ce qui m'avait fait venir chez Mme Caron, puis tout ça, bon, il y a un projet pour interviewer les aînés. Par contre, ici, justement, avec le message que nous apportait cette histoire-là, là, en fait, ça se place dans un cadre différent aussi. Le groupe Mieux-être pour les aînés? Oui, c'est le groupe Mieux-être des aînés, Kukum Mushum. C'est un groupe qui travaille pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées. Plus, on fait des activités de prévention et tout ça. Et on a choisi le thème de la bientraitance et on trouvait que le message de Mme Caron allait bien dans ce sens-là. Au cours de la dernière année, on a souvent entendu ce mot-là de plus en plus souvent, il me semble, la bientraitance. Puis justement, en quoi le témoignage de Mme Caron peut faire penser justement à la bientraitance, là, si on détaille un peu là-dessus? Bien, en fait, la bientraitance, ça vise le bien-être d'une personne, son épanouissement, ça vise le respect aussi qu'elle inspire de par ses actions et tout ça. Donc, ça, c'est un des aspects importants dans la bientraitance, le respect. Le respect que Madame inspire de la part des autres aussi, dans le regard des autres. Et ça, c'est vraiment important dans la bientraitance. Puis d'autre part, bien, Madame l'a fait comme naturellement, de par son éducation, mais ça fait en sorte que pour elle-même, probablement, elle se sent aussi utile et que c'est valorisant. Fait qu'il y a comme deux facettes à ça. La bientraitance, c'est une façon d'agir, c'est une manière de poser des gestes pour les autres pour qu'ils soient heureux et qu'on soit heureux aussi soi-même. Puis, d'après vous, là, d'après ce qu'on vient d'entendre, est-ce que vous pensez que Mme Caron a réalisé la valeur de ce qu'elle accomplissait? Je ne sais pas, mais je pense qu'on sous-estime souvent le fait d'avoir un sourire, d'avoir des paroles bienveillantes envers les autres, d'écouter aussi, d'être à l'écoute des autres, d'être attentif par les moindres petits gestes. C'est très, très important. Ce genre d'action-là, on peut mettre ça au niveau de la bientraitance, là, c'est une des dimensions importantes. Excellent. On parle de bientraitance là, depuis tantôt. Il y a la maltraitance. Est-ce que vraiment c'est l'un et son contraire? Ou quel lien, en fait, on fait entre la bientraitance et la maltraitance? La bientraitance, c'est pas le contraire de la maltraitance. C'est deux approches qui vont ensemble, qui sont complémentaires en quelque sorte. La bientraitance, dans ce cas-ci, on fait appel à l'expérience d'une personne, à son vécu, à son cheminement et l'importance de valoriser ce qu'une personne aînée peut faire. C'est une culture de bientraitance, c'est du respect de soi-même et des autres, en fait. C'est un des éléments qui fait partie de la bientraitance. Pour ce qui est de la maltraitance, comment est-ce qu'on peut lutter contre la maltraitance? Ça fait quelques années qu'on est plus conscient que la maltraitance, il faut y mettre plus d'accent. La première des choses, il faut aussi la reconnaître. Il faut que les personnes sachent c'est quoi puis puissent reconnaître la maltraitance. Je pense qu'un des secrets, c'est que la personne aînée puisse en parler à des personnes de confiance. Et quand on reçoit un témoignage de maltraitance, c'est important de ne pas juger la personne. Quelles actions, est-ce qu'il y a des numéros de téléphone, quelles organisations peuvent être des ressources intéressantes pour ces gens-là pour s'adresser à une tierce personne, justement? Il y a une ligne confidentielle, une ligne d'écoute, Aide abus aînés. Je vais vous donner un numéro, c'est le 1-888-489-2287. Il y a, j'imagine, le CLSC du secteur? Oui, le CLSC est toujours la bonne porte d'entrée. Il y a bien sûr aussi la ligne info sociale, le 811. Puis malheureusement, il peut arriver qu'il y ait des situations d'urgence et là, c'est le 911 ou la Sûreté du Québec, un corps de police. Excellent, merci à vous. Bye.